Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR de l'horreur. Alors pour vous tenir un peu informé, c'est l'avant-dernière vidéo de cette saison 2023-2024. Ensuite il faudra attendre octobre pour découvrir les vidéos du mois de l'horreur qui sont à ce jour toutes écrites, rédigées, prêtes à être tournées. Mais pour l'instant, laissez-moi vous raconter le mystérieux cas de Frédéric Valentich. Je suis pas encore très sûre de la prononciation. Le cas Frédéric V est une disparition liée aux ovnis. Elle se déroule le 21 octobre 1978 le long des côtes australiennes. Donc à cette date, le 21 octobre 1978, à 18h19, Frédéric, un jeune pilote âgé de 20 ans, décolle de l'aéroport de Moorabbin, je vous l'écrire là, près de Melbourne, à bord de son Cessna 182. Il compte faire un simple aller-retour jusqu'à King Island, situé à 240 km de là. À 19h06, alors qu'il commence à survoler la mer, il contacte la tour de contrôle de Melbourne afin de savoir si un autre appareil vole actuellement sur la même ligne que lui, ou du moins dans la même zone. Le contrôleur lui répond que non, que Frédéric est le seul à voler actuellement dans cette zone, dans cette direction, à suivre cette route aérienne en particulier. Mais Frédéric va lui répondre qu'il a aperçu un appareil, donc dans les airs volants, qu'il n'identifie pas. D'ailleurs, il ajoute que cet appareil vole très près de lui et il évalue leur distance à 1500 mètres. Sur le papier, 1500 mètres, c'est quand même une distance assez généreuse, sauf que je présume, je ne m'y connais pas personnellement, dans l'aviation et surtout en plein vol, c'est sûrement une distance dangereuse entre deux appareils. Est-ce que c'est dû peut-être à une explosion, genre si l'un des deux appareils explose, la réverbération ou des débris viendront toucher l'autre? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est estimé trop proche, voire limite dangereux. Il indique également que cet appareil émet une lumière verte et semble métallisé. Il va également préciser à la tour de contrôle qu'il ne peut pas évaluer à une distance de 1500 mètres vraiment la grandeur de l'objet en raison de sa vitesse. C'est un appareil qui vole très vite. À 19h12, il affirme au contrôleur qu'il ne peut
intentions légales de on ne sait pas qui est dans cet avion, quelles sont les intentions des personnes dans cet avion. Peut-être qu'ils viennent de commettre un crime dans un autre pays et essayent de s'enfuir vers nous. Peut-être que c'est une tentative d'attentat. Il faut qu'ils aient le maximum d'informations pour pouvoir identifier cet avion. Et bien évidemment, notre valeureux Frédéric est le seul qui a un visu direct sur cet appareil volant, je dis avion putain mais appareil volant, et qui peut donner le maximum de détails possible. Sauf que les détails sont flous quoi. Alors qu'il est en pleine communication avec la tour de contrôle, ils entendent donc à l'autre bout de la ligne un grincement métallique qui recouvre la voix de Frédéric, et soudain la communication est coupée. Ni une ni deux, ils se disent il y a eu une collision, voilà, les deux appareils sont rentrés. J'ai poil de bonnet. Les deux appareils sont rentrés en collision, donc là c'est quand même un état d'urgence. Et à 19h28, la Royal Australian Air Force envoie des avions dans la zone afin de comprendre ce qui s'est passé, potentiellement de pouvoir venir en aide aux victimes supposées de ce crash. Et j'apprécie vraiment, parce que c'est rare malheureusement, j'apprécie vraiment la rapidité avec laquelle les autorités ont agi, puisque la communication avait été établie à 19h12, perdue quelques minutes plus tard, et à 19h28 des avions décollaient justement pour partir en reconnaissance dans la zone. On le voit des fois dans beaucoup d'affaires, que ce soit d'affaires de disparition, d'enlèvement, etc. La police met un temps pas possible à se déplacer, à intervenir, et ce sont des minutes, voire des secondes qui sont cruciales pour les victimes. Donc là, ils n'ont vraiment pas perdu de temps. Pour eux, les deux appareils sont entrés en collision. Il faut aller sur place et potentiellement pouvoir sauver des rescapés. Le problème, c'est que les recherches continuent jusqu'au 25 octobre, donc ils n'ont vraiment pas lâché l'affaire, mais on ne retrouvera jamais le corps de Frédéric, ni le moindre débris pouvant provenir de son avion, ou même d'un autre appareil volant qui serait rentré en collision avec le sien. Ils vont commencer à mener l'enquête finalement au sol, parce que au milieu de la mer il n'y avait absolument personne dans cette zone, donc ils commencent à questionner les personnes qui vivent sur la terre mais à une distance assez proche de la zone supposée de l'incident, et un témoin affirme avoir aperçu un petit avion de tourisme, celui de Frédéric, qui était suivi, voire pris en chasse par une étrange lumière verte survolant la mer le 21 octobre 1978. Alors qu'il se trouvait à côté de Cap Otway, près du lieu du dernier contact radio de Frédéric. Donc là, bingo, on a un témoin oculaire, et au-delà de confirmer finalement que Frédéric n'était en effet pas seul, il confirme les caractéristiques physiques de l'objet ou l'appareil que Frédéric a vu. On le rappelle, il avait parlé d'un objet volant de couleur vert et métallisé. Le témoin oculaire confirme que l'avion de tourisme a été pris en chasse par une lumière verte. Plusieurs années après la divulgation de cette lumière verte au-dessus de l'avion de Frédéric, il précise, donc toujours ce même témoin oculaire, que la couleur des lumières était similaire à celle des feux de navigation d'un avion.
désorienté pour une raison inconnue. Est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il consommait des substances illicites? Il y a toujours la défaillance de l'avion qui est mise en avant, c'est-à-dire que plus on est dans les airs, plus l'oxygène se raréfie. Et il y a un système dans les avions pour qu'il y ait toujours un apport d'oxygène viable, tout simplement pour pouvoir respirer. Sauf que quand le cerveau est privé d'oxygène, alors sans parler d'une privation totale, mais on va dire à moitié élevée, le cerveau, donc en manque d'oxygène, commence finalement à délirer. Il a également été indiqué que Frédéric avait un certain attrait pour les ovnis et donc selon eux, potentiellement désorienté, la cause reste encore un mystère. Il aurait confondu le reflet de son propre avion dans la mer. Selon lui, ces deux facteurs mis bout à bout, trois si on compte désorientation, attrait pour les ovnis et reflet dans la mer, il a tout de suite sauté à la conclusion qu'il s'agissait tout simplement d'un ovni. J'y crois moyennement. Alors, on s'entend à cette époque-là, peut-être que les retranscriptions radio n'étaient pas aussi limpides qu'elles le sont aujourd'hui. Sauf que je pense que le contrôleur l'aurait entendu si la personne au bout du fil semblait désorientée. Il aurait sûrement bafouillé. Voilà quoi. En plus de ça, on rappelle qu'on a un témoin oculaire. Bon, il est le seul. Il n'y a que lui qui a vu ça. Est-ce qu'on peut se fier sur la parole d'une personne? Ça, c'est le grand point d'interrogation, on va dire. Mais il semblait pas... Enfin, ça colle pas, quoi. Surtout qu'il a été révélé que la météo du 21 octobre 1978 était claire, ce qui rend la perte de la désorientation improbable. Il n'a pas pu être, vous savez, pris dans un épais brouillard ou dans une masse nuageuse et, par exemple, c'est un éclair qu'il a vu au loin, mais comme il était un peu privé d'oxygène, il a vu un truc vert. Cette thèse est un peu mise de côté, on va pas se mentir. Et encore une fois, les enregistrements de l'appel du pilote avec la tour de contrôle qui ont été écoutés encore et encore et encore écartent la thèse de la désorientation parce que, comme je l'ai dit, il allait très bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ce jour, on n'a absolument aucune réponse. Bien évidemment, ça fait beaucoup plus sensationnel de dire que il a été enlevé par un ovni. Voilà. Sauf que Frédéric, dans le cockpit, a été enlevé. Pourquoi pas? Mais un avion entier, pourquoi est-ce que les extraterrestres auraient enlevé tout un avion de tourisme? Alors on s'entend que c'est pas aussi gros que les Boeing dans lesquels on peut voyager, mais ça reste quand même assez costaud. Ça rentre pas dans votre cuisine quoi, un avion de tourisme. Pourquoi est-ce que ils auraient enlevé tout le truc en même temps? Et surtout, pourquoi Frédéric? Bien évidemment, la thèse des extraterrestres c'est la thèse principale, puisque la thèse de la désorientation ne fonctionne pas. Les autorités ont eu beau fouiller dans le passé de Frédéric en se disant peut-être il s'est coquiné avec les mauvaises personnes qui ont décidé de le descendre. Peut-être qu'il avait des dettes qu'il n'arrivait pas à éponger et il a simulé sa propre disparition. On n'en sait rien, peut-être qu'il s'est craché, tout simplement, mais qu'on n'a jamais retrouvé l'avion. Quoi qu'il en soit, les autorités, la marine, a fouillé la zone à la recherche, pas de la carcasse de l'appareil, mais ils n'ont absolument